C'est un plaisir de vous retrouver chaque dimanche, madame, messieurs, dans votre magazine Info 7. Nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine. Vous le savez, la semaine reste dominée par l'ouverture du débat à la Chambre basse du Parlement, les débats autour de la proposition de loi, les élections en 2023. Donc, c'était important que ces débats s'ouvrent enfin à la Chambre basse du Parlement. Madame, messieurs, dans votre magazine, nous allons également parler de l'état de siège décrété dans une partie de l'Est de la République démocratique du Congo par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et pour décortiquer l'actualité de la semaine, nous avons le plaisir de recevoir pour vous, pour toute la première fois, le député national Dédé Mopassa, élu du Kwilu, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, élu d'Idiofa, dans la province du Kwilu. Et voilà. C'est la deuxième fois, la première fois avec vous, mais la deuxième fois à l'émission. Merci beaucoup pour cette précision et c'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Merci, c'est partagé, madame. Vous êtes élu du Diofa, nous sommes dans la province du Kwilu. Est-ce que réellement vous êtes au service de votre base? Mais oui, comme député national, il faut retenir une chose. Être député national, c'est un mandat pour venir traiter des questions d'ordre national qui, en retour, doit bénéficier automatiquement à votre population. À votre population. Ouais. Mais aujourd'hui, nous avons quand même beaucoup de députés, mais lorsque vous prenez des décisions, ça n'a rien à voir avec les personnes qui vous ont mandaté. Non, mais la société, la gouvernance d'État de la République a deux parties. Il y a une partie institutionnelle, vous ne voyez pas. Il y a une partie de loi, vous ne le sentez pas. Mais c'est la mise en œuvre qui est une concession qu'on fait au gouvernement. C'est la mise en œuvre qui est une concession qu'on fait à la justice. C'est la mise en œuvre qui est une concession qu'on donne aux administrations du territoire, dans des collectivités, ainsi de suite, que vous allez les ressentir. La loi économique n'est votée qu'au Parlement. On vous donne de grandes lignes, des objectifs d'ordre général, qui tiennent compte aussi de l'environnement économique international. Et maintenant, c'est au niveau de l'exécutif qu'on réglemente toute cette loi qu'on met en disposition. Et c'est à ce moment-là que vous sentez dans vos assiettes qu'il y a un travail qui a été fait. Donc, et le travail institutionnel, c'est aussi la mise en place. Par exemple, quand on doit organiser la loi électorale, qu'est-ce que ça a à voir avec l'assiette? Mais c'est la paix, c'est une cohésion, c'est une détermination, c'est la volonté du peuple de se choisir quelqu'un qui va les gérer demain. Mais ça passe par une loi, mais cette loi est faite au Parlement. Donc, il y a un travail qui se fait sur le plan institutionnel. Depuis que vous siégez à l'Assemblée nationale, combien de fois vous êtes rentré dans votre fief? Je rentre de temps en temps. Aujourd'hui, on accuse les députés nationaux. Chaque fois qu'il y a vacances parlementaires, ils s'envolent pour l'étranger. Oui, mais tu peux aller à l'étranger. Tu peux aller à l'étranger parce que peut-être la mission du Parlement te demande d'aller à l'étranger. Tu peux aller à l'étranger et peut-être... Moi, je suis point focal de l'APEF, du Parlement francophone du monde entier. Et je suis le point focal sur les questions du développement. Mais s'il y a une session pendant qu'il y a vacances parlementaires, je fais comment? Il faut faire un choix, il faut y aller. Parce que là, tu engages la République. Et dans la République, il y a ma circonscription. Donc, il y a un choix à faire. Mais s'il que rester à sa base, c'est écouter les doléances de sa population. Mais tu ne me diras pas qu'il y a quelque chose qui a changé. Aussi longtemps que moi, depuis que je suis devenu député, c'est le même problème, le même route, le même problème d'eau, le même problème d'électricité, le même problème des ports, des écoles, des hôpitaux, maternité, tout ça c'est la même chose. Il n'y a rien qui a changé. Alors pour changer cela, il n'est pas question pour moi de rentrer. Il est question pour moi de se battre ici avec le ministre de l'économie, avec le ministre du développement rural, avec le ministre de la santé, avec le premier ministre, avec le collaborateur du président de la République, pour mettre des politiques générales, pour voir comment ça, cette défense est à quel niveau. Le budget, il faut que je sois là, derrière le budget, du début vers la fin. Parce que le budget, en réalité, ce n'est pas fait au Parlement. Hein. C'est les quitus qu'on vient chercher au Parlement. Le budget est fait dans des secteurs, dans des départements, et on ramène au Parlement pour les quitus, pour que ça soit examiné. Alors, mais quand tu ne suis pas, tu risques de ne pas avoir aussi des quitus, disons, de bénéfices de ta circonscription. Donc, c'est le travail que nous faisons. Mais je suis en relais avec ma province, ma base. C'est pas loin, c'est à côté.
Ouais. Aujourd'hui, on parle du projet 145, programme 145 territoires. Comment est-ce que vous aviez accueilli ces projets? Oui, mais c'est la même chose, en fait. Mais ici, c'est un surplus. C'est une détermination que le chef a. C'est la même chose, qu'est-ce que vous voulez dire? Quand je dis la même chose, c'est les programmes du gouvernement. Quand vous lisez les programmes du gouvernement, avec ces 32 axes et tout cela, vous verrez qu'il y a des actions qu'on a amenées pour développer, pour faire démarrer nos provinces. Mais le chef, maintenant, avec l'expérience qu'il a vue en Bujumaï, avec le pleur qu'il a, il veut concentrer vraiment le développement au niveau de l'intérieur du pays. Et pour cela, il concède cela au gouvernement, cette charge de voir chaque territoire décoller d'une manière ou d'une autre. Donc c'est ça que ça veut dire seulement. Et là maintenant c'est des plans fixés sur des objectifs. Mais ça ne casse pas le ministère du Développement Rural. Ça ne casse pas ce qui a été planifié avant. Non, ça continue, ça c'est un bonus qui vient et qui est budgétisé et qui a aussi des partenaires qui viennent appuyer ces projets. Il faut prendre ça comme cela. Est-ce que vous pensez que c'est un projet réalisable? On a beaucoup de projets dans ce pays et au finish, on n'a pas toujours de résultats comme le projet a été présenté. La volonté politique est primordiale. Quand il y a déjà la volonté politique sur un projet, il faut l'accompagner. Les échecs dans la vie, ça peut arriver. Il y a des circonstances, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent arriver. Exact, exact. Il y a peut-être un problème de choix des acteurs pour la mise en place. Il peut être programmé, mais l'argent est utilisé pour autre chose. Vous voyez? Donc, et à mi-chemin, ça s'arrête. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui, pour moi, au jour d'aujourd'hui, le montant qu'on a déjà pour lancer, pour un début, ça va aller. Vous avez parlé de la problématique de l'électricité, l'eau. Aujourd'hui à Kinshasa, c'est pratiquement un casse-tête. Finalement, on se pose la question, l'RDC avec tout ce qu'elle a comme richesse, est-ce normal que le courant soit un casse-tête ou encore l'eau potable soit un casse-tête? Oui, casse-tête pour aujourd'hui, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il y a le développement de la population. Cette ville a été créée pour 500 000 habitants. Nous sommes dans des millions. Vous comprenez? Alors, ça n'a pas suivi l'aménagement avec le développement de la cité. Il y a eu l'exode, des gens sont venus à cause de la crise, des problèmes au niveau intérieur, mais il fallait que ça puisse suivre aussi. Et l'aménagement de la ville, les lotissements qui ont été faits, l'agrandissement des usines de traitement d'eau, le tirage du courant. Le courant est disponible, mais tout cela, ce n'est pas par baguette magique pour dire, il n'y a pas, croyez-moi, aucune autorité ne veut voir sa population sans l'électricité. Mais il doit mobiliser les moyens. Parce que donner de l'électricité, c'est le moyen. Et à dire que chez nous ici, même l'usine de faire des câbles ici, il n'y a pas. Vous savez, avec tout ce qu'on a détruit, pillage, des problèmes qu'on a connus, on n'a pas développé cela. Car bien même nous avons le cuivre, nous avons les thym, nous avons tout ce qu'on peut faire des câbles avec. Donc les câbles doivent être importés. Donc, importer, il faut le devise, il faut de l'argent. Et l'argent, il faut travailler. Mais là où ça inquiète, c'est lorsqu'on a plusieurs dirigeants qui arrivent, qui donnent espoir à la population. Mais au finish, la population, en tout cas, elle constate que la situation, au lieu de s'améliorer, la situation se dégrade davantage. C'est à cause des ruptures. L'affaire de l'État, peu importe l'opposition majorité, la République, ce pays nous appartient. Quand un a commencé, vous venez faire le relais. Mais vous ne venez pas tout casser. Parce que quand on est à l'opposition, on trouve que celui qui est au pouvoir fait, c'est du noir. Au lieu de participer avec une contribution, on détruit psychologiquement. Et la population, c'est d'abord les acteurs du développement primaire. Parce qu'on le fait pour leurs bénéfices. J'ai de l'expérience. Quand vous mettez dans la tête de la population l'anti-développement, je vous dis, rien ne va pousser. Il faut mobiliser la population dans la vérité. Donc vous, les politiques, vous êtes responsables quelque part. Parce que qui met des choses dans la tête de la population? Mais c'est comme ça que je t'ai dit. Les enjeux politiques, en termes de république, on ne voit pas l'opposition, on ne voit pas la majorité. Car cette séparation, c'est juste un jeu. Un jeu, quand j'appelle ça jeu, j'ai des responsabilités de qui a gagné pour avoir le pouvoir. N'est-ce pas? Et le pouvoir, pourquoi faire? C'est pour diriger, c'est pour orienter. Et quand le mandat est fini, l'autre, par le concours de jeu électoral, quelqu'un d'autre peut prendre la place. Mais il ne faut pas noircir tout un programme d'un gouvernement, comme si le matin, quand on vous le donne,
par un bâton magique, vous pouvez tout changer. Non, il faut expliquer clairement à la population pour qu'il y ait une forte adhésion. Donc, le problème du Congo n'a pas commencé aujourd'hui. Ce n'est pas un problème d'hier. Il y a des problèmes qui ont des sources très, très, très lointaines. N'est-ce pas? Aujourd'hui, par exemple, je vous donne un cas, une seconde. On a un problème de l'électricité dans les Katanga. Inga Shaba, qu'on a appelé Inga Shaba, tout ce courant qui a traversé nos têtes ici, c'était pour la production du cuivre et du cobalt. Pourquoi ce projet-là? Parce que c'est le cuivre et le cobalt qui soutenaient l'économie du Congo. Donc, avec le cuivre et le cobalt qui soutenaient l'économie du Congo, qui payaient les salaires, qui transformaient les hôpitaux, qui construisaient les routes, ça pouvait créer encore d'autres richesses. Et ces richesses pourront maintenant donner du courant. C'était ça la logique, donner du courant domestique. Mais aujourd'hui, c'est insuffisant ce courant-là. On ne sait pas maximiser la production du cuivre ou du cobalt parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc il faut augmenter la puissance de l'électricité dans Inga 2, Inga 3 et tout ce que vous voulez. Ça, c'est de l'argent. Et c'est énormément de l'argent. Mais est-ce que la RDC n'a pas ce moyen? Non, la RDC dispose des potentialités de ces moyens, mais concrètement, il n'y a pas. Il n'y a pas, madame. Et aujourd'hui, que faut-il faire? Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est mobiliser des ressources dans des domaines où on peut gagner rapidement. Et avant de gagner rapidement, parce que c'est l'argent qui appelle l'argent. Et si c'est l'argent qui appelle l'argent, il y a une conduite morale, la tête, disponibilité de l'État. Il faut mettre la paix. Quand je dis la paix ici, ce n'est pas la paix de Koulouna, non, c'est la paix juridique, la paix des affaires. Quand vous appelez climat des affaires. C'est le climat des affaires qui va reverser des capitaux ici, dans ces pays. Là, parce que tous les produits, beaucoup de produits que nous avons au Congo, que nous développons, c'est des produits à vocation internationale. Le cobalt, qu'est-ce que nous faisons avec le cobalt? On peut le produire ici, on fait quoi avec le cobalt? Les usines qui utilisent le cobalt sont en dehors. Donc c'est pour dire, les capitaux qui doivent venir, doivent trouver l'espace correct pour permettre à ce que ça puisse se faire. Et cet espace-là part d'abord de la stabilité des institutions dont les animateurs doivent voir des choses dans une même direction. Donc la paix dans les élections, dans les institutions et le climat des affaires. Ça, c'est ce qui est primordial. Et à cela, on va vendre correctement notre pays et ça sera une direction pour les investissements. Entre-temps, c'est un processus. Dédé Moupassa, en un mot, quel est votre regard aujourd'hui de la situation socio-économique en République démocratique du Congo? Et nous allons prendre le premier dossier. Bon, la situation socio-économique, nous sommes dans le monde, hein. Nous subissons, et à dire que 80%, nous regardons de dehors, nous dépendons de l'extérieur. Et tout bousculade, tout mouvement international a des effets dans notre économie et dans notre socio-culturel. Mais néanmoins, je pense que de notre population, de la croissance de notre population, c'est déjà un atout. Et maintenant, c'est tout ce que je venais de dire, mettre en place, ça sera un décollage. Et c'est facile de le faire. D'un moment à l'autre, on va sentir le Congo d'une manière ou d'une autre. C'est facile à le faire, mais c'est quand? Mais c'est question qu'on puisse régler. Les Congolais ont beaucoup entendu quand même des discours d'espoir. L'espoir doit demeurer. Il ne faut jamais faire perdre l'espoir, mais il faut agir. Agir dans le conditionnel, dans le fondamentaux politique, parce que c'est là-bas qu'il y a des acteurs. Il faut qu'on réfléchisse à un système politique correct. Vous savez que notre constitution a été faite à Sun City. Et c'est ça qui dirige le pays aujourd'hui. La constitution qui n'a pas tenu compte des réalités. Alors, voilà. Donc aujourd'hui, c'est d'autres réalités qu'il faut faire face à cette constitution. Et le système de vie, la Corée du Nord ou Corée du Sud, ces gens-là, ils vivent comment? La Chine, comment elle a décollé? La France est en faillite aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas évaluer le Congo en comparant avec la France qui tombe en faillite ou l'Europe d'une manière générale. Donc, il faut qu'on repense la vision du monde pour placer stratégiquement le Congo pour les Congolais et pour l'environnement qui nous regarde. Donc, vous soutenez la révision de la Constitution? Oui, je soutiens la révision de la Constitution, pas dans le contexte du pouvoir, qui doit gagner, qui va perdre, non. Parce que la Constitution, c'est là-bas qu'il y a toutes les ressources des lois, hein, d'une manière générale, les mêmes organiques qui vous donnent des passages de lois organiques pour gouverner. Et aujourd'hui, 10 ans Sun City, on n'évalue pas Sun City. Toutes les conditions de Sun City ne tiennent plus debout aujourd'hui. Il y a des choses qu'on peut modifier. Problème des nationalités, problème
des systèmes économiques. Prenons des engagements de notre participation. Il y a beaucoup de choses qui est dans cette constitution qu'on peut revoir, madame. Madame, messieurs, prenons à présent ce premier dossier de votre magazine Info 7. Dans une effervescence totale que la communauté congolaise du Kenya a reçu le couple présidentiel ce dimanche 10 avril au terme de la visite présidentielle de 3 jours. La rencontre s'est déroulée sous la forme d'une tribune de libre-échange avec les compatriotes vivant au Kenya. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a expliqué les avantages de l'intégration de la RDC à l'East African Community. Likambo yo ya ba communication. Boyebite na East African Community Mobimba normalement ba tarif donc le quoi soki bino a bonibo benga Kinshasa to mboka msuna Congo eza cher mais normalement tokokoma le quoi tarif local et kokoma le quoi to solo li pe lisusu makambo ya libre circulation, c'est-à-dire oyo bokoyi kokota sans visa. Tosali effort wana potokota na kati wana ndenge tokoti boye tokoluka to se rapprocher à travers l'infrastructure oyo tokotonga lokwa banzela ba rail tokofongola susu ba passage mususu lokwa ba na lac Tanganyika wana ba formalité kozala allégé pona contact na ba pays oyo baza na communauté ya sikao tokoti ezala facile. Convaincus par l'allocution du Père de la Nation, les Congolais du Kenya ont pris l'engagement d'accompagner les actions et la politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En signe de cet attachement à la mère patrie et au couple présidentiel, les Congolais de Nairobi ont remis plusieurs cadeaux au chef de l'État et à la distinguée première dame. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Cette célèbre phrase d'Antoine Lavoisier résume tout le travail, la noble mission que s'assigne la grande usine Kintoko Ok Plast de recyclage de bouteilles plastiques. Cette usine que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient d'inaugurer ce jeudi 14 avril 2022 sur l'avenue Poids-Lourd au quartier Kingabwa Limité. Pour célébrer l'événement, le chef de l'État avait à ses côtés à la tribune, le président du Sénat Bahati Lukwebo, le premier ministre Sama Lukonde, le vice-premier ministre en charge de l'environnement, Madame Eve Bazaïba, quelques autres membres du gouvernement et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila. Récolter les déchets plastiques, les recycler, les valoriser et en faire une source de revenus et non des nuisances, c'est le schéma auquel procède l'usine Kintoko Ok Plast. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, s'en réjouit. Ce schéma s'inscrit dans la lutte que l'hôtel de ville mène dans le cadre de Kinbopeto face à l'envahissement, notamment des déchets plastiques dans les modes de vie des Kinois. Il a salué la conclusion du partenariat public-privé avec l'entreprise Ok Plast du groupe Angèle Cosmétique, partenariat qui s'inscrit dans la vision du président de la République prônant le peuple d'abord. 15 millions d'euros, c'est l'enveloppe globale d'investissement de cette usine. La présence du chef de l'État à la cérémonie d'inauguration de Kintoko, entendez Kinshasa Kitoko, est un signal fort du nouvel élan de partenariat public-privé sous son impulsion depuis son avènement à la magistrature suprême, a souligné Mehdi Atié, directeur général de Ok Plast, dans son mot de circonstance. Il a exprimé l'engagement de son entreprise à préserver l'environnement, à offrir aux Kinois un cadre de vie sain. L'usine Kintoko Ok Plast a la capacité de traitement de 50 tonnes de déchets de bouteilles plastiques par jour. Motif de satisfaction pour la vice-première ministre, ministre en charge de l'environnement et du développement durable Eve Bazaïba. Il s'agit d'un partenariat de taille conclu avec Ok Plast du groupe Angèle Cosmétique qui s'avère une des solutions, une alternative efficiente au mécanisme de gestion des déchets plastiques, a-t-elle indiqué.
Le président de la République a suivi attentivement les différentes allocutions des circonstances avant de procéder à la coupure du ruban symbolique inaugurant officiellement l'usine Kintoko Okeplast de recyclage de bouteilles plastiques. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ensuite visité l'usine, une unité de production disposant des machines innovantes de la dernière génération, sous les explications du directeur général de Okeplast. L'usine de Kintoko est la deuxième en Afrique après celle du Nigeria et la première en Afrique centrale. Dédé Moupassa, est-ce que la RDC était prête à adhérer à la communauté d'Afrique de l'Est? Alors pour moi, je pense qu'il est nécessaire d'adhérer. Il faut y aller. Mais maintenant, c'est à l'interne que le politique, que les gens qui doivent conduire la République, de développer les mécanismes pour récupérer notre place. Mais parce que je vous ai dit déjà, dans toutes ces frontières-là, il y a des échanges, il y a la vie qui se fait, mais cette vie qui se passe dans nos frontières de l'Est africain, c'est eux qui dominent sur nous. Voilà, c'est aussi l'inquiétude de plusieurs Congolais. Beaucoup de choses qui viennent chez nous. Mais au Katanga, on vient de renverser. On vient de passer 2 ans. Le maïs de l'Azabi ne vient plus. Donc c'est possible. C'est possible, madame. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être à la hauteur de choses? Oui, il faut des politiques publiques. Il faut d'abord se responsabiliser, savoir ce que nous sommes. Se responsabiliser, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Se responsabiliser parce que des fois, on dort, on se réveille, on dit on est au Congo, bon, je vais à gauche. Non, le Congo représente quoi au monde? C'est ce pays du cobalt, 40e du monde. C'est ce pays du soleil. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, premier pays poumon au monde en ce qui concerne la forêt. Oui. Hein? Donc, hier, c'était le Brésil. Et aujourd'hui, c'est la RDC qui occupe la première. Même alors, on fait passer le Brésil, mais en ce qui concerne la mobilisation, c'est toujours le Congo. Je rappelle aussi... pas la grandeur de la forêt, mais en mobilisation du carbone, de l'oxygène et tout ce que vous voulez. Je rappelle que vous êtes rapporteur de la commission environnement de l'Assemblée nationale. Exact. Vous avez vu, on vient avant de parler de l'inauguration de l'usine, il y a encore une autre voix qui s'est levée pour condamner ou attirer l'attention de plusieurs Congolais autour de l'adhésion de la RDC dans cette communauté d'Afrique de l'Est. C'est la voix de Martin Fayulu qui estime que la signature du président de la République pour faire adhérer le pays dans cette zone de l'Afrique de l'Est consacre la balkanisation économique de la RDC, donc de l'économie de la RDC. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, à une certaine mesure. Et comment ça? À une certaine mesure, parce qu'il reste inerte à l'état des choses, sans effort, sans rien, effectivement. Nous ouvrons les portes, les fenêtres pour que tout le monde vienne. Mais quand nous disons nous adhérons, mais nous prenons nos responsabilités en tant que dirigeants, en tant que leaders, comme on a renversé la situation dans les Katanga, je venais de vous le dire. Donc c'est possible de la renverser aussi. Ici avec Brazzaville, à un moment donné, il fallait attendre boîte de tomates et tout ça. Peut-être ça continue encore, mais à un moment donné, c'est les Brazzavillois qui venaient faire des échanges ici. C'est à nous de nous mobiliser, en fait, en prenant nos responsabilités. Donc, si lui il a dit ça, je pense qu'il tient compte de ce qui existe aujourd'hui. Mais ce qu'il y a aujourd'hui doit être transformé, changé. Vous savez, donc, il n'y a rien de nouveau. Et tous ces pays-là qui adhèrent commencent aussi... peut-être faiblement que nous, mais nous avons déjà une population, un acquis. Et nous avons déjà des moyens pour mobiliser nos ressources et de ramener notre leadership au niveau de l'Afrique. Et si je dis au niveau de l'Afrique, c'est que la petite zone de l'Est, là, c'est rien. Ils vont compter sur nous. Ça ne constitue rien par rapport aux atouts qui est en RDC. Parlons maintenant de l'inauguration de cette usine plastique, enfin en RDC une usine. Comment est-ce que vous trouvez d'abord cette initiative? Ça vient de pallier à des problèmes qu'on a connus. Vous savez que toutes nos rivières ici sont polluées par l'utilisation des emballages qui polluent nos rivières, qui polluent les sols, tout ce que vous voulez, en matière plastique. Alors, mais sauf que j'ai une petite
inquiétude, je ne sais pas comment ça va se passer parce que la matière première... Et où se situe votre inquiétude? C'est la matière première maintenant, c'est le plastique. N'oubliez pas qu'on avait interdit l'utilisation de plastique. Alors, exactement. Il risque d'entrer en rupture parce que nous étions déjà dans l'évolution de vivre sans plastique par rapport aux lois et des règlements que le gouvernement a mis en place. Donc c'était l'interdiction d'utilisation. Mais est-ce que c'était une bonne décision dès lors qu'on peut recycler les plastiques? Quand vous n'avez pas cette usine, c'était une bonne décision. On ne pouvait pas faire autrement. Au Rwanda, il n'y a pas. Il n'y a pas aussi des papiers, des plastiques dans la rue. Mais aujourd'hui qu'on a maintenant cette usine, c'est pas en contradiction avec... Je ne sais pas comment on va procéder. Et est-ce qu'on va arriver à la hauteur de canaliser l'utilisation dans des poubelles de récupération pour amener vers l'usine? Ou alors on va rester toujours dans des poubelles rivières, car la vie de la rivière est menacée par... Et vous, en tant que rapporteur de la commission de l'environnement, si vous êtes demandé des prodiguer du conseil, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que là, vous êtes en train de décrire un fait réel. On a interdit l'utilisation des plastiques à Kinshasa et maintenant là, on a une usine, il y a un peu une contradiction. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je ne vais pas spéculer. Je vais appeler le ministre, je vais l'approcher pour savoir quelle est la politique mise en place. Comment ils ont s'entreprendre par rapport à tout cela. Est-ce qu'il a pris des arrêtés? Parce qu'il prend des arrêtés librement, il ne nous demande pas. Mais il faut que ça soit en rapport avec la loi générale, la loi promulguée organique ou la loi qui gère l'environnement dans notre pays, en tenant compte aussi des exigences ou de nos engagements au niveau international. Alors s'il y a quelque chose qui bascule, je pense après cet entretien-là, je pourrais toujours soit l'inviter à la commission, pourquoi pas, ou lui faire une question orale pour donner des explications. Au cas contraire, faire des propositions, faire aussi une note technique au ministre qui peut endosser pour le bien de la République. Réchauffement climatique, aujourd'hui on en parle à travers le monde, la planète est déjà touchée. En RDC, où en êtes-vous? Il y a eu à un moment parlé des projets 1 milliard d'arbres. Aujourd'hui, on se concerne la lutte contre le réchauffement climatique. Quelle est la position de la RDC? Bon, la position, c'est ce que Mme Eva a présenté au COP 26. À la conférence de partis. Donc, je pense... Mais dans les congrès, on ne sent pas. Alors que la RDC est un pays petit pollueur. Non, même pas. Non, il subit des conséquences. Et c'est pour cela que nous devons aménager et nos lois, et nos règlements, nos politiques publiques, en fonction de notre position de pays solution. Et c'est le travail qu'on doit faire ensemble, d'un côté au niveau du Parlement et de l'autre côté au niveau du gouvernement, mis ensemble, et c'est ça qu'on va proposer en Égypte. Parce que on a déclaré, pour montrer la volonté politique, maintenant il faut qu'on travaille pour relier tout ce que nous avons à faire, tout ce qui a comme notre potentialité, tout ce qui a comme économie à réaliser pour rentabiliser, tout ce qui a la vie au quotidien de nos mamans qui sont gardiennes de ces forêts, par exemple, qui sont gardiennes de ces rivières, de nos communautés de base, ainsi de suite, tout ça ensemble, comparativement avec des lois passées, comment on peut l'adapter pour que notre leadership en international soit considéré. Vous avez parlé de la COP, des conférences de partis qu'on ne cesse de tenir et la RDC est toujours représentée. Mais aujourd'hui, plusieurs observateurs se posent la question de savoir qu'est-ce que la RDC gagne? Là, ce que la RDC doit gagner, c'est le gain d'un mariage. On ne gagne pas pendant la dot, non. On gagne dans la vie du couple. Comme nous apportons la solution, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, le regard doit changer sur la manière de traiter les arbres qui sont au Congo. Et en compensation, le monde qui pollue doit être conséquent. Et c'est ce que je dis ici, c'est toutes ces politiques, toutes ces lois qu'on va mettre à la disposition des investisseurs ou des consommateurs de l'arsenal environnemental qui contribue aujourd'hui à la lutte contre le réchauffement climatique. Et qu'en est-il de la tourbière? La tourbière, c'est pareil. Tourbière, c'est une forêt souterraine. Tout ce carbone qui est concentré dans les arbres
et retrouver dans la même capacité. C'est comme ça que je dis, au niveau du Brésil, ils peuvent être des étendues énormes, mais nous, dans la concentration de carbone, nous les dépassons. Nous sommes number one, donc nous sommes le premier. Donc Tourbière, c'est aussi cette capacité de conserver le carbone, mais en souterrain. Mais nous sommes le premier pays, mais les environnementalistes s'inquiètent parce que cette force, on ne la sent pas. La RDC, on a l'impression que les autorités du secteur ne comprennent pas vraiment ce que représente la RDC. Non, ça c'est grave. Les autorités comprennent. Mais il faut aller mollo, comme on dit. Il faut aller. Mais finalement, jusqu'à quand? Il faut aller par étapes. On n'a pas commencé aujourd'hui. Non, parce que je vous ai dit, pour l'électricité ici, nous avons besoin de moyens. Et là encore, on a besoin de moyens. Oui, toujours le moyen. Le moyen, ce n'est pas avec le franc congolais, madame. Si c'était le franc congolais, on allait tirer des planches à billets pour aller réaliser tout cela. Et aujourd'hui, quand on nous interdit d'exploiter nos forêts selon notre guide, notre volonté, c'est parce que c'est en international qu'on a besoin. Mais nous, maintenant, pour attaquer l'international qui nous donne la substitution de ce dont nous conservons pour le monde entier, ça doit être payant. Hein? C'est comme ça que vous avez suivi dans la COP 21-22 où les compensations étaient faites sur le carbone, qu'on doit payer comment on appelle à un moment, on a mis en place même les fonds verts. Voilà, alors, mais que la RDC n'a pas pu bénéficier parce qu'elle n'avait pas présenté de projet. Mais à cette époque-là, c'est vrai, on ne s'est pas rendu compte à ces moments-là. Mais ici, il y a une forte mobilisation. Le président de la République, avec les acquis de tout ce qu'il y a eu de ses prédécesseurs, aujourd'hui s'est mobilisé. Je pense qu'on a avancé. Et tout ce qu'on a fait dernièrement à la COP 26, je pense que nous sommes en train de remonter. Et tous ceux-là qui sont dans les domaines, ils sont la bienvenue. Je vois les associations naître et pousser. Ne croyez pas que le problème de la République est juste l'apanage du gouvernement. Le gouvernement tend la main aux associations, à l'université, qui est une partie des recherches, une partie de la pensée, une partie du gouvernance. Et il faut maintenant ces contacts-là, parce que au niveau du ministère, c'est technique. Et c'est, comment on dit, c'est technique et c'est technocrate. C'est-à-dire, c'est de l'administration. Mais à l'université, c'est la pensée avec avance. C'est la recherche. C'est la connaissance qui doit mettre ça à la disposition de la communauté au travers du gouvernement. Donc, il y a ces symbioses-là. Et dans tout ça, quelle est la place des riverains? Parce qu'ils ne cessent d'aussi l'avoir, qu'ils ne sont pas toujours... Exactement, mais quand je dis on doit réglementer, c'est la vie de ces riverains. Je dis ici les mamans gardiennes de nos forêts, de nos super diversité qui existe dans les biodiversités, pardon, qui est dans la forêt et dans les eaux. Vous avez parlé de la recherche. Lorsqu'on jette un regard, le regard dans d'autres pays, au-delà de frontières de la RDC, on trouve que dans ce pays, la recherche est valorisée, ce qui n'est pas le cas ici. Chez nous, lorsqu'on regarde d'abord le ministère de recherche scientifique, nous voyons comment les différents centres de recherche sont presque abandonnés. Qu'est-ce qui fait qu'au Congo, aujourd'hui, la recherche n'a pas la place qu'il fallait? La recherche a la place. Mais regardez comment les chercheurs vivent. C'est-à-dire, ils viennent de loin. On a l'impression que c'est la politique qui gère le pays. On a connu des problèmes dans ces pays. N'oubliez pas cela. Ne parlez pas comme si on s'est réveillé hier, vous et moi. Vous ne connaissez pas ce qui s'est passé pour le pays. Alors, par rapport à ce qui s'est passé, madame, il faut travailler. Et dans le travail que nous sommes en train de faire, ce ministère est en train de naître de ces centres. Moi, je pense qu'il faut les encourager. Il y a encore des grèves par-ci, par-là. Mais des grèves et que les problèmes des chercheurs on a l'impression que ce sont les cadets des soucis. Madame, pour un centre de recherche qui devait avoir 1500 travailleurs, par exemple, et des techniciens du domaine, et le pouvoir fait que quand on te nomme là-bas, tu prends les membres des partis politiques. 2000, tu leur donnes l'emploi là-bas. Et ça fait 3000. Pas seulement à la recherche. 3000 pour un centre. Et maintenant, il faut les mécaniser. De l'autre côté, nouvelle unité. Fonction publique, on l'établit. Le budget vote, c'est pour les gens qui ont des matricules. Et on n'a pas encore fait. Mais combien d'argent vous allouez à ces secteurs?
Mais oui, combien d'argent? Est-ce que vous savez que ce n'est pas nous qui allouons? C'est eux qui préparent leur budget selon leur capacité. Mais combien vous vous intéressez à ces secteurs? Et on ramène. Si c'est la caisse qui doit rebondir, il y a des seuils qu'on se donne pour la recherche scientifique. Mais je dis déjà, c'est vrai, je dis pas, je ne suis pas en train de vous contredire, non, je dis, c'est un état des choses. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des efforts que nous sommes en train de mener et il y a ces mouvements vers le succès de la recherche scientifique que je salue d'ailleurs le ministre qui est de mon parti, disons de mon regroupement, qu'il est en train de faire là-bas. Donc je ne peux pas laisser passer pendant que je maîtrise, je sais quelles difficultés qu'il a et quels sont quelques problèmes qu'il est en train d'organiser là-bas. Vous avez suivi dernièrement, il a fait une conférence sur les volcans. Il a précédé tous les problèmes qu'on a connus, qu'on a trouvés, bien sûr. Donc, il y a des choses... dans le centre, il y a encore beaucoup de problèmes. Il y a des centres qui ne fonctionnent presque pas. Et depuis qu'il est là, il n'accorde pas une attention à certains centres. Je vous conseille de mettre votre caméra vers la recherche scientifique. Vous allez constater ce qu'il est en train de faire. Je parle de choses que je maîtrise. L'INERA est en train de démarrer. Hein, et que dire du crèche? Pardon? Que dire du crèche? Mais ça démarre aussi. En sciences humaines. Ça fait des années que les chercheurs pleurnichent. Oui, mais je vous ai dit tout à l'heure, ils sont chercheurs, allez faire l'inventaire là-bas eux-mêmes. Hein? Vous allez voir ce que c'est. Mais je pense que nous devons faire des efforts. La recherche scientifique a une place très pondérante pour le développement de notre pays, pour le décollage de tout, parce que ça touche à tout. Et la connaissance, le savoir-faire doivent venir de là. Hein? Voilà. Madame, Messieurs, prenons à présent le deuxième dossier de votre magazine Info 7 et nous allons parler de la situation dans l'Est de la RDC. Une coordination parfaite de nos forces armées avec les colonels qui étaient avec nous a conduit à défaire ce groupe qui ne réfléchit que le mal. Nous avons bénéficié des orientations véritablement professionnelles de la part de secteurs opérationnels, de la part de la garde républicaine, de la part de la maison militaire. Tout était mis en œuvre pour que notre libération puisse réussir. Et c'est une libération de guerriers, c'est une libération de bravoure. Et franchement, la Task Force est fière de notre armée. Nous sommes très touchés par la sympathie qui a été montrée par cette population à notre égard. Son assiduité et le suivi que tout un chacun faisait de notre situation nous a réconfortés et nous a permis de vivre ce moment terrible, ce moment de frayeur, ce moment de découragement, ce moment d'incertitude. Nous pensons que l'opération qui a été menée aujourd'hui a été possible grâce à ce courage qui nous venait de toute la population de l'Ituri en général. Le chef du gouvernement congolais est arrivé ce mercredi 13 avril 2022 à Bunia dans la province de l'Ituri. Ce, dans le cadre de sa mission sécuritaire dans ce camp de la République démocratique du Congo. Ici, Jean-Michel Samaloukonde a procédé à l'évaluation de l'état de siège conformément aux recommandations de la Commission des défenses et sécurité de l'Assemblée nationale. À en croire le gouverneur militaire de l'Ituri, Johnny Luboya Kachama, les résultats de l'état de siège sont palpables. On peut retenir que nous avons, nous, en tant que gouverneurs, parce que vous savez, la différence de l'armée, la gestion de la chose publique nous demande de rendre compte. Et donc nous avons rendu compte sur les réalisations que nous avons faites depuis les 11 mois où nous sommes ici. Et nous avons donc exposé devant le Premier ministre avec les députés ainsi que notre hiérarchie. Et je pense qu'ils ont quand même vu le travail. Et là, qu'est-ce que la population peut compter sur cet état de siège? Ah, beaucoup, hein. Je crois que la chance qu'on a eue, c'est que ce n'est pas 15 jours, c'est 11 mois. Ils ont vu le résultat. En 11 mois, même notre hiérarchie, même le Premier ministre, ils ont vu ce que nous avons fait.
vous pouvez demander, je ne pense pas qu'avant on avait un tel résultat. Le résultat est palpable et c'est ce qui est une bonne chose. 11 mois et on peut voir, on peut effectivement évaluer. A noter que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a aussi visité le terrain couvert, des pelouses synthétiques et toutes les installations du stade dont les travaux sont exécutés à 97%. Étant donné sa mission principale, qui est l'évaluation de l'état de siège dans cette province, le Premier ministre a également tenu une réunion du Conseil de sécurité, élargie aux membres du gouvernement concernés par l'état de siège, notamment le VPM de l'Intérieur, le ministre d'État à la Justice et autres. Situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, vous le savez très bien, sont sous état de siège décrété par le président de la République pour établir la paix dans ce coin du pays. Dédé Moupassa, comment vous trouvez aujourd'hui le travail qui s'est fait dans la partie est pour la restauration de la paix? J'ai suivi la commission défense. J'ai été là, j'ai participé à quelques auditions, des informations qui nous viennent de là. J'ai côtoyé quelques collègues députés pour mesurer la capacité de rapport institutionnel et la vie au quotidien de nos frères là-bas. C'est quand même mitigé. Mitigé pourquoi? Parce que vous savez, s'il y a une partie qui se développe au Congo, c'est à l'Est. Comment ça? Ah mais oui, Goma d'hier, c'est pas Goma d'aujourd'hui, madame. Vous n'allez pas... J'y étais, j'ai vu quand même, en ce qui concerne l'hôtellerie, comment est-ce que les immeubles croissent là-bas. Vous voyez? Alors, mais au même moment, si vous voyez dans la République des tueries, un assassinat, dans des cadres des attaques et tout, c'est toujours là-bas. C'est comme ça que je dis, c'est vraiment mitigé. Alors, la sécurité a vraiment du travail. Alors... La sécurité est sous les ordres du président de la République. Est-ce que les gouverneurs militaires sont à la hauteur de la tâche? Le président de la République, en prenant cette mesure constitutionnelle qui lui est déférée, je pense qu'on doit voir, parce qu'il y a des rapports que lui a, que nous n'avons pas. Et moi, dans cette matière, je laisse toujours l'appréciation au niveau du chef. Et je salue d'ailleurs la descente du Premier ministre, chef du gouvernement, qui est allé mesurer, vérifier, valider un certain nombre de mesures qu'ils ont prises. Et nous attendons les rapports officiels de ça. Mais la commission défense avait également... on a fait des recommandations. Voilà, fait des recommandations sur ces rapports dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on a rendu public d'ailleurs. Et maintenant, là, on va voir étape par étape, point par point, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, est-ce qu'on peut corriger? Il ne faut pas seulement voir l'annulation, non. Est-ce qu'on peut corriger? Ce n'est pas une erreur technique. Mais ce sont les députés, les élus du coin qui demandent. Est-ce qu'on peut c'est leur rôle. C'est leur rôle. Parce qu'à ce moment-là, ils n'agissent plus comme députés en session. Ils agissent comme députés qui donnent le cri d'alarme de la population. C'est différent. Il faut savoir différencier cela. Parce que s'ils reviennent dans les institutions, ils connaissent les montants. Est-ce qu'avec l'argent, on peut résoudre le problème? Est-ce que rien qu'avec, si on change la tête de quelqu'un là-bas, les choses peuvent changer? Mais il doit donner les rapports de la population. Ça ne va pas. On tue tous les jours. Mais est-ce qu'on vous a dit qu'une maison en étage est finie, est terminée? On vous a déjà dit, il y a une route qui est en train d'être construite. Hein. On construit, pardon, au niveau de Kampala, pour sortir vers Kampala là-bas, Bonangana ou quelque chose comme ça. On est en train de construire la route. Il y a des bastions des ADF qu'on a délogés. Maintenant, là, on est en train de construire. La police est en train de travailler. Les génies militaires sont en train de travailler. Ça, c'est des acquis. Ça, c'est des éléments positifs. Mais de l'autre côté, on enterre, on pleure aussi tous les jours. Ça continue. Alors, pour un député, il sait comment présenter la chose. Mais dernièrement, on a mis la main sur le M23. Vous avez certainement cette information. Quelle devra donc être la position de la RDC face au Rwanda? Bien que le Rwanda rejette cette information. Et bon, la question de M23 et le Rwanda et tout ça, nous devons aller dans un tribunal pour qu'on désigne des responsabilités au niveau de la région et au niveau international. Les Nations Unies doivent nous aider.
Parce que si ça continue comme ça, on jette l'éponge, X c'est Y, Y c'est X, en attendant c'est des morts d'hommes. En attendant c'est tout un développement qui est bloqué. Parce que quand vous expliquez aux gens que chez moi à Idiofa il n'y a pas la guerre, pour les partenaires qui sont en dehors du pays, ils disent non, c'est dans votre pays qu'il y a la guerre. Je dis non, mais moi je vis là-bas, regardez mon corps, il n'y a rien, venez, je montre même des photos, il dit non, non, non. Terminez-nous d'abord la guerre avant qu'on amène des capitaux. Donc ça freine le développement, ça freine le développement. Les investisseurs ne peuvent pas venir. Ils ne peuvent pas venir automatiquement s'ils ne peuvent pas risquer. Et la notion de risque dans les affaires, vous ne trouvez pas partout. Hein. Avant c'était officieusement, mais maintenant il y a un rapprochement entre l'Angleterre et dans la Grande-Bretagne avec le Rwanda. Vous avez certainement suivi cette information. Et l'ONU n'est pas du tout d'accord que l'Angleterre puisse déverser des réfugiés là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui, si on regarde le pays, le Rwanda, le pays de Paul Kagame, est-ce qu'ils ont la capacité d'accueillir des réfugiés? Bon, raison de plus, il sait ce qu'il fait, ce monsieur. Mais parce qu'aujourd'hui, les Congolais pensent que c'est une menace pour la RDC. On ne va pas seulement crier des menaces. Lui, il travaille pour son pays, il ne travaille pas pour la RDC. La RDC doit aussi travailler pour elle. Lui, il travaille, il dit, j'ai un petit pays. Quand je dis, nous voulons prendre une partie à Goma là-bas, on va dire, mais toi, pourquoi tu veux t'ingérer? Mais en prenant ces gens qui viennent en international, je vais avoir les quitus de l'international pour dire, voilà, tu as un surplus de la population, après 2, 3, 4 ans, on peut te céder parce que c'est vide là-bas, parce qu'on ne gouverne pas. Parce qu'il n'y a que des guerres. Alors, on va mettre la paix là-bas, vous récupérez. Et c'est comme ça qu'on va le prendre. Mais nous ne devons pas regarder. Je ne dis pas c'est ça exactement, mais je présume. Bon, pour un gouvernement, nous devons réfléchir pour contrecarrer cela en permanence. Même là où ça semble être en paix avec l'Angola, nous devons déjà dévancer pour savoir ce que c'est. Hein? Gouverner, c'est prévoir. Ah, mais oui. Vous savez pourquoi on a attaqué l'Ukraine? Tout simplement parce que l'Ukraine s'est engagée, ce qui est dit dans le monde, l'Ukraine s'est engagée d'entrer dans l'OTAN. Et quand on dit OTAN, c'est l'Amérique qui vient à la porte de... Non, je t'attaque pour empêcher. Il ne détruit pas l'Ukraine, il empêche à l'Amérique de venir là. Bon, on a lancé ce qu'ils ils sont là, ils ne sont pas encore là. Qu'est-ce que nous devons faire? Et nous devons travailler. C'est sûr qu'il y a beaucoup de spécialistes de la région, de la matière, qui peuvent travailler. Il faut qu'il y ait des conférences. Mais lorsqu'on regarde l'histoire du Rwanda, avant que Kagame n'arrive au pays, comment étaient les pays? La situation a été encore pire que celle qui était en RDC. Mais Kagame y arrive, d'un coup, les choses changent. Aujourd'hui, les gens, même les Congolais, certains Congolais envient le Rwanda, mais la RDC, finalement, ça ne va pas. On va toujours... le pire ne fait que continuer. Finalement, est-ce que la RDC manque des hommes? La question que plusieurs Congolais se posent. Non, quand vous dites la RDC manque des hommes, vous-même, vous êtes là, madame. Vous réfléchissez déjà. Donc, nous sommes là. Les dirigeants. Oui, oui, non, mais les dirigeants, tu diriges, tu as un pouvoir, madame. C'est parce que tu ne peux pas sortir de ma tête comme ça. C'est parce que tu as un pouvoir de m'interviewer, de me poser la question. Alors? Ce qui se passe, c'est de l'ordre général du système politique qu'on a choisi, dans lequel nous nous retrouvons, pour notre peuple, pour le multinational, pour le monde entier. Je vous ai dit au départ, il faut que nous changeons la vision du monde de notre pays. C'est ce que les amis ont fait chez eux. Il dit on est voisins, oui. On est amis, oui. Mais d'abord, les Rwandais. Lorsque même l'armée congolaise a été infiltrée par le Rwandais. D'abord, c'est les Rwandais. Et quel Rwanda? D'aujourd'hui et de demain. Nous aussi, c'est ce qu'on doit dire. Nous aussi, le Congo, on a pris le Congo dans l'état où ça se trouve. Mais ce Congo, dans l'état où ça se trouve, on a coupé les bras des gens pour les caoutchouc. On a coupé les têtes des gens, des chaînes et tout ça. N'oubliez pas cela. C'est dans quel siècle que les gens ont travaillé? Le Lumumba, c'est qu'un complément qu'ils ont fait. Mais le reste aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire pour léguer un pays aux enfants qui sont encore peut-être pas nés? C'est là l'ambition. Et quand nous arrivons à réfléchir de cette façon, on va se regarder autrement. Et l'opposition dont il est question, importée de l'extérieur, va avoir une autre façon
de traiter les dossiers de la République. Et à ce moment-là, les dirigeants vont prendre conscience et je pense que ça va démarrer. Nous avons beaucoup de prérequis que faire démarrer le Congo, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Parlons un peu de la situation de l'Est là. Tous nous savons qu'à un moment, l'armée congolaise a été infiltrée par le Rwanda. Et aujourd'hui, certaines personnes, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ces personnes, qui estiment que la décision d'instaurer l'état de siège, c'était un peu vite parti en besogne. Il fallait d'abord voir comment est-ce qu'il fallait travailler sur cette armée congolaise qui a été infiltrée. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça, mais j'accompagne. Et j'ai l'obligation d'accompagner pour un bon résultat, pour un Congolais. Voilà. Parce que on en a connu. On s'est battu. Tout le monde connaît ce qui se passe à l'Est. Les difficultés qu'on a là-bas. Alors si c'est par là qu'on peut trouver la solution, nous devons accompagner. Et c'est ça mon point de vue. Ouais. Madame, Messieurs, nous poursuivons avec notre magazine Info. Cette situation presque tendue entre le Kassaïen et le Katangé. On en parle dans ce magazine. C'est une première sortie médiatique du nommé gardien du temple de l'UDPS après avoir été victime d'un enlèvement par un groupe d'hommes armés. Élève du Sphinx, Fils Moukoko garde à cet effet son sang-froid et s'attend à une bonne justice de suite des enquêtes en cours. Laissez avec vos intimidations là, Nazwa déjà vaccin contre la peur et la mort, ils ont une étape de vie. Nous continuerons toujours à parler pour le Congo, donc ça ne sert à rien. Boyaki, Obosalaki, c'est condamnable par la loi, la justice va faire son travail. Parlons de la crise qui sévit actuellement au pays, tout en insistant sur la mise en œuvre rapide du programme du développement à la base des 145 territoires. Fils Moukoko invite tout de même Félix Tshisekedi à remanier le gouvernement. La crise actuelle, on doit remanier le gouvernement Sam, malgré qu'il y a des ministres au bazo frappé très bien, comme Aimé Bonji, Nicolas Kazali, Patrick Mouyaya, Antoinette, Guy Luando, malgré Bango, et tant d'autres. Mais les autres là, le gouvernement au Babengi d'éléphants, on doit réduire les trains de vie, on doit réduire les trains de vie des institutions. Je demande au président de la République d'être rapide parce qu'on n'a pas le temps, dernier virage, d'être rapide à appliquer au Babengi plan, il y a 145 territoires. Plan, il y a 145 territoires, c'est bien bon, c'est mieux, c'est excellent, mais pour réussir, il faut que l'ongola, l'administrateur, il y a territoire, nous sommes une mentalité pourrie, il y a kabylisme, il y a une mentalité, il y a kingakati. Par ailleurs, Fils Moukoko a aussi condamné les velléités du tribalisme dans le Grand Katanga, dont les auteurs, selon l'enfant terrible de l'UDPS, ont de la nostalgie de la rébellion. Olivier Kamitatou, c'est un politicien qui se comporte en rebelle, parce que c'est un ex-rebelle. Maintenant, dans la bouche de tous les Congolais, il y a toujours Katangé, Kassaïen. Vous avez suivi dernièrement comment les députés Katangé ont fait une déclaration et un député national, Dame, qu'on appelle Mongongo, a fait également une déclaration vraiment tribale. C'est pour dire aux gens que nous devons connaître l'histoire, comment le peuple kassaïen s'est retrouvé nombreux au Katanga. Quand le blanc a mis en place la société minière du Haut-Katanga, la Chikamine, il n'y avait que les Katangais qui étaient engagés. Alors, quand ils ont coulé leur premier lingot de cuivre, ils ont eu une prime, c'est-à-dire l'argent. Quand ils sont partis, les blancs les attendaient les jours suivants au travail. Personne n'est revenu au travail. Pendant 2 semaines, s'il vous plaît. Ils étaient en train de boire, acheter les vélos et les machines à coudre. Ils devaient aller montrer au village. C'est ce que les blancs ont compris que non, il n'est pas un peuple travailleur. Il faut chercher les gens forts qui peuvent travailler. Ils sont allés au Kassai. Ils ont pris les Kassai et les ont amenés au Katanga. Chaque peuple a sa culture et chaque culture est bonne pour son peuple. Les amis Katangais mangent les rats là qui mangent sous les sols, que nous appelons en Tchouba Chibouleboula, et appellent
un pombof. Est-ce qu'on en fait un problème? Chez nous, vous ne verrez pas un Kassaï manger les pombofos. C'est ce que nous disons, nous devons nous tolérer mutuellement. Le Kassaï au Katanga est chez lui, le Katangais au Kassaï est chez lui. Vous devez enterrer votre hache de la guerre. Il faut l'enterrer. Nous devons vivre en symbiose parce que nous n'avons qu'un seul ancêtre, Ilunga Mbidi. C'est le conflit de pouvoir qui a fait que nous nous sommes retrouvés au Kassaï et les autres sont restés au Katanga qu'on appelle les Balubakat. Nous sommes même couleur, comme au masque ici. Vous avez rouge, jaune. Tout comme vous avez jaune, rouge. C'est notre habit commun. C'est-à-dire quand vous voyez un Moulubakat ou un Katangais, et quand vous voyez un Moulouba du Kassaï ou un Kassaïen, avec ces deux peuples, faut ce que nous appelons les enfants de Ilunga Mbidi. Nous sommes un. Dédé Moupassa, vous les politiques, pourquoi aujourd'hui vous voulez diviser le peuple congolais? Diviser le peuple congolais? Comment ça? Avec des messages tribaux. J'en sais pas. Vous n'avez pas suivi ces débats entre les Kassaïens et les Katangais? Un débat qui s'est passé sur quelle chaîne de télévision? Ou quelle... Vous venez de suivre ces réactions. Oui, il y a même le président de la République qui a appelé le gouvernement à prendre des mesures répressives contre toute forme de tribalisme. Oui, le tribalisme est sanctionné dans ce pays. Il faut qu'on y travaille. Parce que nous sommes un conglomérat, une mise en commun, une mise ensemble de beaucoup de tribus, dont les tribus sont des valeurs. Il ne faut pas parler de cette chose-là aussi de temps en temps, comme si la tribu doit perdre son essence créatrice. On a trouvé tous la tribu, mais l'État, on a mis ça en place, hein, l'État. Et dans cet État-là, il y a des provinces qui sont créées, qui peuvent changer. Nous, on était Grand Bandundu à l'époque, aujourd'hui on est Kwilu. Demain, je peux me retrouver dans les Kassaï comme administration. L'État a une façon d'administrer. Mais quand vous posez la question, vous avez vu celui qui a parlé en foi, il dit nous avons même ancêtre Ilunga Mbidi. Mais dans l'empire d'Ilunga Mbidi, si je peux dire comme ça, dans l'espace culturel d'Ilunga Mbidi, sont des frères. Mais dans l'administration, et c'est dans l'administration de l'État qu'il y a des problèmes. C'est quoi les problèmes? C'est la redistribution des richesses du pays. Et la Constitution le dit. La Constitution le dit, il faut une redistribution équitable dans la République. Ce n'est pas parce que nous on est calme à Idiofa qu'on se dit mais quelle est notre part? Quelle est notre part à Idiofa? Il n'y a pas la route quand vous quittez la nationale numéro 1 jusque là. Il n'y a pas d'eau. C'est une invention. La lumière, les gens là-bas pour la première fois ils voient. Mais non, nous sommes à 500 km de Kinshasa. Et même à Kinshasa même, nous venons à pied ici, si nous le voulons. Des fois, la destruction, le développement planifié de Kinshasa est détruit, oui, déconne un peu par rapport à notre présence, parce que nous venons suivre cette richesse. Et de part et d'autre, les populations sont dans ça. Mais alors, quand on se déplace, quand on fait tous ces mouvements, à cause d'une mauvaise redistribution du trésor public, redistribution de l'assiette commune, de la richesse du pays, ou dans la Constitution, l'État a bien défini, ça met les familles en conflit. Mais les propos de la députée nationale, pour ne pas la citer, Dominique Mounongo, contre le Kassaïen, ça a créé une tension entre les deux peuples. Je ne sais pas commenter sur ça. Elle a dit ce qu'elle a pensé dire. C'est doit redire, n'y a qu'elle. Moi, je n'ai pas de commentaires à faire sur ça. Moi, je réponds, hein, je réponds naturellement sur ce que je connais. Donc, chaque tribu ici est tribu à son coin, à une région géographique. Mais c'est l'État qui vient se surplanter. Parce qu'on a pris, après les empires, on a pris l'option d'être dans l'État, dans la République. Et la République a une façon de gérer. Et dans la cartographie de la division des répartitions géographiques de l'État, on parle de la province, territoire et tout ce que vous voulez. Chefferie. Et vous tombez là-dedans. Ça, c'est la répartition de l'État. Et l'État lui-même dit, je vous répartis comme ça. Vous produisez à gauche, vous produisez à droite, tout vient entre mes mains. Et quand ça arrive, je redistribue d'une manière équitable.
Ça, c'est ce que l'État doit faire. Et c'est très important. S'il ne le fait pas bien, on peut trouver de mouvements de population. Je vous ai dit le cas de ma population ou de notre communauté. Nous sommes à 500 km de Kinshasa. Si ça ne marche pas, je prends un sac de riz ou un sac d'arachide. Je viens avec à pied jusqu'à Kinshasa pour vendre. Parce qu'à côté de chez moi, aucun véhicule n'arrive. Pourquoi? Parce que 100 km de route de dessert agricole, on n'arrive pas à arranger. Un petit pont de 50 000 ou 60 000 $, vous écrivez des lettres et des lettres. C'est embêtant. Mais à ce moment-là, je dois vivre. Et la vie personnelle, oui. Mais je dois faire vivre mes enfants aussi. Et vous vous rendez compte? Et tous ces gens qui ont fui parce que, avec cette souffrance-là, avec cette pauvreté, ou question d'études aussi, parce qu'il n'y a pas de formation correcte aux environs, sont partis. Et ils ont laissé les parents. Et c'est une population vieillissante. Et ces mamans-là, avec toujours des bidons, 10 km pour chercher de l'eau, madame. Et ça révolte. Mais quand il peut venir ici, il peut prendre de l'eau au robinet à 2 mètres, c'est déjà une résolution de sa vie. Donc, mais alors, en attendant, partout, il peut se retrouver. Mais ça, c'est constitutionnel. Ça, c'est constitutionnel. Mais nous circulons toujours avec nos cultures. Là où nous allons, ce n'est pas dans les villages des gens. Hein. Nous n'allons pas à Kinshasa, c'est le village de qui? Tous les villages qui ont été de Kinshasa ici, ils ont rendu sur le plan étatique, sur le plan de la loi. Ça ne se présente plus comme village. Ils ont perdu la qualité statutaire du village. C'est la ville. La ville est gérée par... La ville-province. Province est gérée par... pas par les chefs coutumiers, mais est gérée par le maire de la... comment on appelle? Le maire de la ville ou le gouverneur de la ville. Et ce qui gère, ce n'est pas la coutume. Ce qui gère, c'est les lois de la République. Vous voyez, c'est tout ça le problème aussi, madame. Et le Congo, dans cela, sachez que dans des villes comme Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, toutes ces villes qui quittent, Mweneditu, Kindu, partout où vous voulez, Kisangani, Mbandaka et tout, vous trouverez toujours l'ensemble de ces communautés. Et dans l'ensemble de ces communautés, le vivre ensemble doit être un plan que le gouvernement met en place pour aider. Vous savez qu'à l'époque de Mobutu, pour aller à l'université, il y avait des quotas. Bandundu à 20%, Kisangani 10% dans chaque université. Quand tu arrives, le quota de votre province est déjà arrivé, tu n'entres pas. Pourquoi? Parce qu'on mesurait le nombre des intellectuels. Il ne fallait pas évoluer avec un camp, avec plus des intellectuels que des autres. C'est encore possible de refaire mais ça oui, alors, mais comme je vous ai dit au départ ici, la continuité de l'État, nous prenons toujours ceux qui sont passés, ils n'ont rien fait de bon, il faut changer ceci, il faut aller dans ceci, dans cela. On détruit la superstructure, donc qu'est-ce que je dis? On détruit la superstructure du pays, c'est pas bon. Il faut que ça demeure ainsi. Parce que ça, c'est la base. Même. On consacre la continuité de la chose de l'État, mais malheureusement, c'est pas assez que nous vivons. Il faut qu'on travaille là-dedans. Parce que là, c'est quand des cultures se rencontrent, il y a deux choses qui se passent. Soit ça se repousse, soit l'une des cultures domine l'autre. Dominer sur l'autre. Et quand ça domine... Et c'est pas toujours facile de se laisser pas facile. Et soit prendre. Ça traite et ça se marie. Hein, ça se marie ensemble, et puis voilà. Moi, je me souviens qu'en 70... en 80 ou 81, quand je pouvais manger la chikwang au Katanga, on s'est moqué de moi et dit, mais c'est quoi ça? C'est ça quoi qu'on la chikwang dit? C'est quoi? Il essaye là, il rejette. Il ne supporte pas. Mais aujourd'hui, c'est allé doucement. Aujourd'hui, dans chaque coin des rues où on vend un peu de cabri, il y a la chikwang à côté. Il n'y a jamais eu de désordre, les gens ne se sont pas battus pour ça. Non. Merci beaucoup pour ces éléments. C'est des questions culturelles qu'on veut récupérer sur le plan politique et c'est dangereux. Mais comment est-ce que vous trouvez les propos de Fils Moukoko lorsqu'il parle du gouvernement Jean-Michel Samalukonde et demande au président de la République de faire un remaniement? Je chaise au Parlement. Et le gouvernement Samalukonde, c'est notre gouvernement. Et la population comme Fils Moukoko, comme les autres, ils doivent parler. Mais je passe sur un plateau, je vais juger ce que Fils Moukoko a dit. Hein? Autant Fils Moukoko doit dire, les autres doivent dire. Et il s'est adressé pas aux députés, il s'est adressé directement au chef de l'État. Je pense que le chef de l'État va lui répondre. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, on a même parfois des élus, pour ne pas citer même leur nom, des élus qui estiment que aujourd'hui, le gouvernement Jean-Michel Samalukonde n'a pas de warriors, comme lorsqu'ils sont venus, ils nous ont parlé, ils parlaient des warriors.
Oui, mais ils ont le pouvoir, ils savent ce qu'on fait quand tu constates cela. Mais moi, je donne encore de l'espoir. Ce n'est pas de personnes. Il y a des pesanteurs que nous connaissons, qu'on peut examiner. Et on saura, dès qu'on est... tous ces gens-là, 80%, ce sont nos collègues députés, des ministres qui sont là. Mais quand on les côtoie, on sait aussi quelles difficultés ils ont. Alors, que retenir aujourd'hui de l'interpellation du ministre des Hydrocarbures, Didier Boudim? Moi-même, je l'avais interpellé aussi. Moi-même, je l'avais interpellé pour l'incendie qui a eu lieu. Les dépôts? Les dépôts, parce qu'il a un pouvoir. Alors, il devait user de ses pouvoirs. Mais il a précipité les choses. Pendant que moi, j'écrivais pour répondre et que le bureau puisse analyser, il avait déjà pris un certain nombre de mesures. Une réponse à ma question. Une réponse déjà. Celui-là, il faut l'encourager. Quand quelqu'un, il prend ses responsabilités, il agit. Il faut l'encourager. Donc, c'est cela. Parce qu'on n'est pas ennemis. Le gouvernement, là, c'est notre gouvernement. Et quand tu peux tirer les oreilles, on écoute, c'est bien. Il faut que ça continue. Mais alors, l'interpellation outre à l'ANER, je n'ai pas la maîtrise, je ne sais même pas c'est quoi exactement. Mais c'est normal, l'ANER est là pour ça. Il a travaillé et puis il a relâché, il doit continuer son travail. Est-ce que moi, je connais, on n'a pas rendu public le PV ou la matière dans laquelle on l'a interpellé. Est-ce que vous suivez aussi de près ces situations dans les stations-service avec le carburant? Je connais ce qui se passe dans le monde de l'hydrocarbure. Je sais ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? D'un côté, il y a le gouvernement, disons, il y a trois parties. Il y a les consommateurs. Et dans les consommateurs, il y a des industriels, il y a les domestiques, il y a des diplomates, et tout ce que vous voulez. Ils sont là-dedans. Et là, ils sont catégorisés. Il y a des consommateurs directs qui mettent dans la voiture, il y a des consommateurs indirects qui utilisent des usines, il y a des consommateurs revendeurs qui prennent ici, qui vont avec dans des lieux où il n'y a pas de carburant. Ils sont là dans les consommateurs. Et il y a l'État qui régule. Et il y a aussi ces vendeurs-là, les producteurs du carburant. Quand je dis producteurs ici, ce n'est pas en termes de transformer, mais ceux qui achètent pour amener au Congo, parce que nous ne le produisons pas. Alors ceux-là, ils achètent les produits finis, du gazole, pour amener au Congo. Partout au monde, les gens achètent du brut. Ils ont des raffineries, ils travaillent. C'est que nous n'avons pas en RDC. Alors, soit vous exploitez votre brut de baril, vous les traitez, et vous avez des carburants, vous continuez avec. Le prix peut être... Mais au Congo, on dit, comme vous venez avec ces transports, la position de notre pays fait que les transports intérieurs nous coûtent très cher. Ici, d'accord, parce qu'il y a des pipelines. Et que ça ne suffit pas, parce que les pipelines, c'était pour quelle population du Congo? C'est depuis quand on avait 35 000 habitants. Mais aujourd'hui, la consommation et des usines qui sont agrandies et tout le reste, vous voyez quel besoin qu'on a en termes de carburant. C'est vrai qu'on commence maintenant à mener même par route. Mais d'ici, il faut aller vers Kananga, il faut aller en Boujma, à Idiofa, à Mansakoussou, à Ingele, tout ça. Comme ça, on n'avait pas... C'est ce que je vous dis. Alors, depuis tout ce temps, madame, pour fixer les prix, pour avoir la paix sociale dans le marché, n'oubliez pas que le gouvernement que nous avons, c'est les sociaux-démocrates. Ils ne voient pas les choses comme les libéraux. N'oubliez pas cela. Et cette approche fait aujourd'hui que l'État prend en charge une partie de frais. De prix, de frais. Voilà. C'est comme ça qu'à la pompe, si ça coûte 1,5, vous payez 1,5, et l'État paye aux revendeurs là, aux vendeurs, les 0,5. Oui, mais maintenant, on voit un peu l'engouement dans les stations. Mais maintenant, c'est quoi? On a accumulé de dettes. On n'a pas payé ces gens-là. Ça n'a rien à voir avec une pénurie. Non. Ok. On n'a pas payé ces gens. Et ces gens qui achètent à l'extérieur, je vous ai dit au départ ici, nous dépendons de l'extérieur, les implications des événements d'extérieur qui impliquent le changement de prix pour le prix moyen frontière, c'est-à-dire les charges du carburant, de brut, transformation jusqu'ici, ça a augmenté. S'ils viennent avec le prix de 1,5, ils seront en difficulté pour revendre. Et pour faire les stocks, il faut qu'on les paye d'abord leur argent. Et ils sont en discussion avec le gouvernement sur ces points-là. Les Congolais doivent comprendre que la situation actuelle, c'est l'État
qui ne paye pas ce qu'il devait payer. Oui, hein, je peux dire ça. Et l'État a ses responsabilités pour dire, vous devez libérer. S'il faut payer, on va trouver le mécanisme pour le faire. Donc, je pense que ce n'est pas un problème de stock. Et il faut bien organiser le secteur. Vous avez bien fait d'adresser une question au ministre des Hydrocarbures lorsqu'il y a eu incendie. Mais la situation de ces stations qui ne respectent pas les normes... Ce n'est pas le même ministre à ce moment-là. C'est le ministre de l'urbanisme ou c'est le ministre de l'environnement. Parce qu'il y a des gens qui parlent même du ministre des hydrocarbures qui pensent qu'il est responsable de cette situation. Non, non, ce n'est pas lui qui est responsable. Lui s'occupe de la commercialisation, de l'importation, le stockage, de la vente. C'est lui qui donne des autorisations. Là où vous gardez, là, mais le prix, c'est l'économie. Mais il y a tout un... c'est l'économie qui chapeaute, mais il y a beaucoup de ministères qui entrent en ligne de compte, dont l'hydrocarbure aussi. Donc c'est voilà, sectoriel. Lui, il a sa part, mais alors, les mais secteur, pour implanter une station, il y a l'aménagement du territoire, il y a l'urbanisme et il y a l'environnement qui doivent donner l'enquête commodo. Parce que c'est ça le principe. On n'installe pas une activité commerciale où on veut. Vous n'êtes pas inquiété par les risques que cela représente, et surtout que vous êtes de la commission environnement. Mais oui, mais c'est comme ça qu'on interpelle. Là, c'était pour l'incendie. J'ai reproché le dépôt. Pourquoi vous avez donné des autorisations à gens qui ne le voulaient pas? Oui, ça c'est avec le ministre des hydrocarbures. Oui. Maintenant, on va continuer, on va voir les autres ministres. Bon, les autres ministres pour le domaine, il n'y a pas que nous. Il y a la commission infrastructure qui s'occupe de l'aménagement territoire et le reste. Mais l'environnement, ça, nous, on peut le faire. C'est comme ça que le Parlement est organisé. C'est pas que vous allez vous lever vous allez le faire entre-temps. Il y a d'autres stations qui sont en train d'arriver. Et vous attendez pour les faire. Oui, mais c'est leur travail de le faire. Et nous, c'est de vérifier ce qu'ils font, si c'est dans les normes ou pas, pour corriger. Donc, c'est pas encore tard, madame. Madame, messieurs, vous le savez, un débat a été ouvert à la Chambre basse du Parlement autour de la proposition de loi, électorale. On en parle juste après. Au nom de 10 députés initiateurs de cette proposition de loi électorale, Délice Sanga a présenté l'économie du texte à la représentation nationale. Cette proposition de loi propose plusieurs innovations en vue de garantir la transparence aux élections. C'est notamment l'interdiction de distribuer de l'argent et des biens de valeur aux électeurs pendant la campagne électorale, l'interdiction de cumul des candidatures et de porter comme suppléant un membre de sa famille. Au cours de cette plénière, les députés nationaux du Front commun pour le Congo ont décidé de boycotter la séance. Votre bureau vous propose que ce débat soit reporté à mercredi. Nous sommes tous des acteurs politiques. Même ceux qui sont sortis, il faut leur donner un temps de revenir. Il faut qu'ils reviennent. Nous n'avons rien inventé. C'est une initiative des collègues que nous soumettons à l'ensemble des honorables députés. Obtenir le consensus autour du débat, c'est le souhait de Christophe Mosso. Tous les documents venant des différents partenaires politiques et sociaux seront distribués aux honorables députés nationaux pour enrichissement. Le bureau de l'Assemblée nationale restera ouvert à recevoir les propositions venant des autres partenaires politiques et sociaux qui ne l'ont pas encore fait. Notez bien, collègues, s'il y a des dispositions qui requièrent un consensus, votre bureau reste ouvert pour organiser une concertation entre majorité et opposition. Pour rappel, la proposition de loi examinée au cours de cette plénière est l'œuvre du groupe de 13 personnalités politiques et de la société civile. Pour honorer l'une de ces personnalités déjà dans l'au-delà, cette loi portera le nom de Henri Thomas Lokondo. Le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas de compétence d'organiser des dialogues en dehors de l'Assemblée nationale. Nous sommes d'accord? Tout se passera ici. C'est avec étonnement que nous avons reçu mardi 12 avril 2022, tard dans la soirée, le message de convocation d'une plénière pour ce jeudi 14 avril 2022 afin d'examiner la proposition de loi modifiant la loi électorale, et cela sans aucun consensus et été préalablement dégagé entre les forces politiques et sociales.
Rappelons ici que la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI et la loi électorale en cours ont fait l'objet d'un consensus entre 2011 et 2018. Nous rappelons à l'opinion publique que les réformes électorales doivent faire l'objet d'un très large consensus entre tous les acteurs concernés afin d'éviter au pays des élections chaotiques, source de frustration et de conflits. Il sied de rafraîchir la mémoire de la population congolaise et de la communauté internationale que l'actuel régime s'est illustré par la violation intentionnelle de la Constitution et des lois de la République, ceci en vue de préparer la tricherie aux élections de décembre 2023. Point n'est besoin de rappeler que le renversement en plein mandat de la majorité parlementaire issue des urnes par la corruption et à l'aide des intimidations de dissolution de l'Assemblée nationale au motif fallacieux que le régime était bloqué par le FCC. Heureusement que depuis lors, les Congolais ont fini par comprendre qu'il s'agissait plutôt de l'incompétence de nouveaux dirigeants, comme en témoigne la dégradation constante de la situation politique, économique, sociale et sécuritaire de notre pays. 2. Le renouvellement des juges de la Cour constitutionnelle au mépris des dispositions légales en vigueur, dans le seul but de mettre en place un cadre qui va avaliser la tricherie que le pouvoir actuel entend orchestrer lors des élections à venir. La mise en place d'une plénière et d'un bureau de la CENI sans représentant de l'opposition politique, comme le veut la loi organique portant organisation et fonctionnement de cette institution d'appui à la démocratie, l'objectif étant de mettre en place une équipe chargée d'organiser la dite tricherie au regard du bilan médiocre du régime en place. Hausse généralisée des prix des produits de première nécessité, pénurie des produits pétroliers rendant le transport des biens et des personnes chaotiques, prolifération des cas de détournement des deniers publics. Vous êtes député national. J'ose croire que vous étiez là lors de la séance de jeudi. Si je ne me trompe pas, c'était jeudi où l'Assemblée nationale a ouvert les débats autour de la proposition de loi des 13, le G13. Qu'est-ce qui s'est passé? Le FCC a boycotté, les députés nationaux du FCC ont boycotté la plénière. Oui, c'est dans nos us. Ils ont respecté le règlement. S'ils ne trouvent pas leur compte ou le compte de la population qu'ils représentent, ils doivent agir ainsi. Ils n'ont rien cassé. Ça, c'est la pure démocratie. Et la réponse du président Bosso n'a pas attendu. Je pense que nous évoluons dans la démocratie et que jusque-là, il n'y a pas péril à demain. Est-ce que vous pensez qu'un consensus sera trouvé? C'est obligé. Obligé, pourquoi? Parce que, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, pour les investissements, pour le développement, qu'il y a un préalable, la paix politique. Et la paix politique n'est pas seulement la paix des armes. C'est s'accepter mutuellement et laisser quelqu'un travailler dans son mandat. Participer, l'accompagner. Et fin mandat, vous allez dans le résultat. Suivez ce que c'est fait aux États-Unis, en France et tout ce que vous voulez. Parce qu'ils ont le minimum, ils ont déjà réglé les problèmes d'infrastructures, les problèmes sociaux et tout ça. C'est aujourd'hui l'économie qui les ramène à détruire ce qu'ils ont construit pendant des siècles. Mais nous, nous sommes dans la démarche de mettre en place tout cela. Quand je dois pleurer pour ma grand-mère qui doit aller à la rivière avec un bidon d'eau, mais est-ce que vous trouvez cette sensibilité de cœur? Il faut le voir. Ce n'est pas parce que tu descends dans une douche, tu as de l'eau. Non, réalise cela. Tu feras une semaine sans te laver, madame. Faisons-le comme ça pour être en compassion avec nos mamans qui souffrent dans les 145 territoires. Nous n'allons plus nous laver. Qu'on ne puise plus de l'eau. Donc voilà un peu, c'est dans ce cadre-là, je pense qu'on doit changer les débats et se regarder autrement en républicain, je dois dire. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Oui, c'est possible. On est en pleine évolution. L'opposition qu'a fait l'IDPS par rapport à l'opposition que fait Fayoulou, il y a une modification, il y a une évolution. Ou l'opposition qu'a fait l'IDPS contre FCC, il y a une évolution. Combien de bus ont été cassés depuis une semaine? Mais au moins, ils ont arraché, avec cette opposition de l'IDPS, on a arraché les ambitions de continuer avec le pouvoir sans écouter les autres. Et c'était le prix à payer. Mais aujourd'hui, je pense, la manière dont la gouvernance du président Félix
fait qu'il met les opposants dans leurs conditions. Et aujourd'hui, vous voyez, il n'y a pas tout ces choses. C'est qu'il y a une évolution quand même. Il y a une évolution. Même si Martin Fayulu, à l'intérieur du pays, a été... Bon, c'est long. Non, nous devons... Ça c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Je n'ai pas les rapports fiables, mais j'ai suivi comme tout le monde peut-être. Mais ça, on ne peut pas tolérer. Et ça, c'est dans un état de droit. C'est ce que je dis. Ça, on ne peut pas tolérer. Peu importe. Je ne pense pas que le président de la République doit aimer ce genre de choses. C'est un démocrate. On parle d'élection en 2023, tout le monde attend, et Félix Tshisekedi aujourd'hui ne cesse de rassurer la population congolaise que la constitution sera bien respectée. Le couple SSI-Senko favorable aujourd'hui à un dialogue. Est-ce que à ce jour le dialogue est opportun? Mais le dialogue est permanent pour la gouvernance de la RDC. Et c'est constitutionnel. C'est pas chercher le partage de gâteaux? Mais si ça peut finir dans le partage de gâteaux, vous savez qu'au Congo, personne n'a le pouvoir à lui seul. C'est toujours la mise en commun de nos regroupements, de nous ceci, même les partis politiques. Alors, s'il faut réfléchir comment amener le pays dans une bonne direction, et il faut se parler, où est le mal? Je vois aucun mal. Mais la Constitution est là, il faut qu'on respecte la Constitution. Ok, il y a aujourd'hui des personnes qui estiment que ce n'est pas important pour la RDC d'organiser des élections. On en a assez organisé. Il est temps de réfléchir au développement du pays. Oui, mais il faut l'évaluer. Je l'ai dit quelque part ici quand je dis la constitution qu'on a, c'est Sun City. Il faut qu'on évalue aussi ces Sun City. Qu'est-ce que ça nous a donné finalement? Est-ce que ça vaut encore la peine? Quelle direction nous devons prendre? Si on doit mesurer le développement. C'est vrai que cette constitution nous a donné les institutions. Aujourd'hui, nous parlons. Le Congo c'est un État reconnu, a des valeurs, a des structures étatiques. C'est grâce à cette constitution. Mais sur le plan du développement, faudrait-il attendre encore ou il y a des éléments qui manquent dans la constitution, il y a des éléments qui bloquent la constitution pour faire décoller les choses. Donc, tout ça, on doit réfléchir. À un moment donné, on a réfléchi, on dit les capitaux ne viennent pas parce que notre justice posait problème avec des partenaires extérieurs. Nous devons nous rallier à l'OHADA. Nous sommes allés à l'OHADA, 10 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que ça produit? Est-ce que ça a amené des capitaux? Au niveau du COPIREP, qui a fait des réformes des entreprises, quelle est cette entreprise qui a évolué? Finalement, on a l'impression que les RDC adhèrent comme ça, sans avoir une vision. Non, ce sont des adhésions conditionnées et à ces moments-là, peut-être c'était valable. Mais qui ne profitent Mais pas du tout quand ça prend du temps, sans une bonne exécution, on peut trouver des problèmes de ce genre. Êtes-vous favorable aujourd'hui à la suppression des assemblées provinciales du Sénat? Je n'oserais jamais dire ça sur un plateau de télévision. Ok. Les élections en 2023 avec ou sans les deux provinces sous état de siège? Ah mais oui, mais c'est déjà prévisible par rapport à la loi. Si l'état de siège reste comme ça se trouve là, au risque d'y arriver. Mais il faut qu'on travaille pour qu'il y ait élection partout quand même. Yeah. Nous parlons toujours des élections en République démocratique du Congo. Déjà, il y a des voix qui ne sont pas d'accord avec l'actuel bureau, le bureau Kadima. Est-ce que vous pensez que les résultats que va donner les bureaux Kadima mettra tout le monde d'accord? Et aujourd'hui, on continue toujours à demander la dépolitisation. L'opposition continue à demander la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante, mais aussi des élections sans le bureau Kadima. Bon, moi, je jugerai la constitutionnalité ou la non-constitutionnalité de ces bureaux. Là, le débat est ouvert et c'est clair. Mais si ça respectait la loi, je ne vois pas. Le reste, c'est l'appréciation de tout un chacun selon ses affinités. Et libre à eux. Parlons quand même du dossier Caméré. Vous avez tous suivi la décision de la Cour de cassation. Aujourd'hui, des personnes, notamment des politiques, qui se posent la question finalement, que reste-t-il de l'état de droit en RDC lorsqu'on voit la Cour de cassation casser la condamnation à 13 ans de prison pour
Vital Kamerhe qui était notamment accusé de détournement. État des droits. Mais ça, c'est même l'état des droits. C'est ça, 100% l'état des droits. Si tu t'es fatigué à un niveau donné, tu ferais ta prison de 20 ans. Mais les avocats sont là. C'est seulement pour les gens de l'Union sacrée, la nation, quoi. Parce qu'il n'y a que eux qui bénéficient de libertés provisoires, ou qui sont après acquittés, ou qui sont après... Attendez, madame. Que ce soit liberté provisoire, que ce soit les acquittements, que ce soit la condamnation, c'est ça la justice. Mais le problème ici, il faut que ça soit rationnel. Et il faut que ça soit juste. C'est là le problème. Si vous avez des éléments contraires, c'est à vous de mettre ça sur la place publique. Moi, je sais qu'on a condamné Vital Kamerhe sur un certain nombre d'éléments. Et il était en prison. Il a demandé la liberté provisoire. On lui a refusé à ce moment-là. Il a trouvé des mécanismes avec ses avocats. Ils ont convaincu. Ils sont allés à l'une autre instance. Et l'instance a examiné. Cette instance lui a accordé. Et c'est cette même instance qui a revérifié, qui a trouvé effectivement qu'il y a des problèmes. Non, mais c'est possible. C'est normal de le dire, c'est un jeu politique, mais il faut le démontrer. Mais comment peut-on expliquer que les membres de l'Union sacrée de la nation? Mais le problème de Vital, Vital est en prison avant, après l'Union sacrée. Dis-moi. Mais il est proche du... C'était un allié de taille du parti au pouvoir. Oui, un allié de taille du pouvoir. Qui automatiquement est de l'Union même avant, après. Oui, mais est-ce qu'il méritait d'aller en prison? Mais s'il y a des faits qui ont été prouvés qu'il avait réellement détourné. Mais vous, un camp de juges ont dit, il y a des faits. Lui, il estime que ce n'est pas vrai. Et c'est ça le jugement même. C'est ça les droits. Et c'est même la beauté du droit. J'aurais aimé qu'un juriste vous donne les aspects qui montrent que c'est politique. Et vous me l'exposez ici. Mais jusque-là, au niveau de la cassation, c'est ce niveau-là, effectivement, qu'on casse les jugements. Il s'est battu à l'autre niveau. On ne l'a pas donné, même pas la liberté provisoire. Mais il est allé à l'autre instance où on fait une autre lecture. Ça, à ce moment-là, c'est correct. C'est comme une loi qui passe chez nous. Le Sénat peut dire non, on a vu autre chose. Rentrez. C'est ça le système de justice chez nous. Donc, il ne faut pas intoxiquer la population sans éléments. Il faut vraiment qu'on démontre l'élément que voilà, surtout les avocats de l'autre camp. Si cette procédure est biaisée, c'est à eux de venir ici. Non, nous accusons M. Vital Kamerhe parce qu'il y a une tricherie à tel niveau. Mais si tel n'est pas le cas, il ne faut pas avoir des aptus. Je pense que tout ça fait partie de l'état des droits. L'inspecteur général des finances était la semaine face au chevalier de la plume de Kinshasa, sans Congo Web Télévision qui n'était pas là, donc il ne faut pas nous dire que toute la presse était représentée. Quelle est votre appréciation aujourd'hui du travail réalisé par l'IGF, ou le travail que l'IGF est en train de faire? Bon, l'IGF a une mission prescrite par la loi. Et au-delà de là, ce sont des citoyens congolais qui estiment qu'il faut vraiment maintenant faire entrer dans les têtes des Congolais l'importance d'une bonne gouvernance et la responsabilité de tout Congolais. On estime qu'il commence un peu trop à se vendre aussi. Hein. Bon, c'est normal. Quand il fait ce genre d'exercice, il se vend lui-même. On ne va pas lui refuser de le faire. Ou son corps. Alors, la question que je me pose, c'est important ou pas pour la République? Est-ce que c'est normal ou pas? Si c'est important pour la République, je ne vois aucune conséquence. Mais est-ce qu'il doit toujours mettre sur la place publique tout ce qu'il est en train de faire, jusqu'à aller même à s'étirailler entre lui et certains membres du gouvernement, notamment le ministre de l'EPST? Est-ce que c'est ça le travail de l'IGF? Ou c'est à la justice de faire ce travail? Bon, lui, il a une part des choses qu'il doit faire. Et quand il a fini, il a un chef à qui il doit rendre donner non, il ne doit pas le publier comme ça dans la presse. Il doit donner les rapports. Je vous dis, dans le mécanisme d'introduire la nouvelle gouvernance et d'introduire, que je vais dire, la sensibilité de bien respecter le bien public, il n'y a pas que celui qui est au pouvoir qui doit respecter, il y a aussi la population constitutionnellement qui doit veiller sur ce que
les responsables publics font pour les dénoncer auprès de X ou Y structures qui existent. Donc, de ce côté-là, je ne vois pas de problème. Mais la méthodologie utilisée, on peut le reprocher de cela. Il faut attendre peut-être des conclusions. Parce que très souvent, il commence, il publie, mais à la fin, il n'y a rien. Donc, c'est lui qui doit subir lui-même. Donc, mais le reste, je pense que... Et comment interprétez-vous cette façon de faire les choses? Bon, c'est une méthode qu'il a mis en place. Ça lui va bien s'il arrive à la fin. Ça lui va très mal à lui-même quand il arrive à mi-chemin. Il tire des conséquences. Pratiquement, nous sommes à la fin de notre rendez-vous de la semaine, mais parlons quand même de l'assassinat d'un jeune Congolais aux États-Unis. Et là encore, la réaction du gouvernement congolais qui a tardé 12 jours après. Au moins, le gouvernement congolais, à travers le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, s'est prononcé. Pourquoi toujours cette façon de faire les choses? Les réactions viennent toujours en retard. Non, mais on n'a pas la bonne information. Vous êtes gouvernement, vous êtes responsable, vous êtes l'État. Et quand vous parlez d'un Congolais qui n'est pas sur votre sol, il faut bien examiner pour faire une condamnation ou bien pour faire un traitement. Il fallait que le rapport, un premier Congolais, hein? Il faut que le rapport arrive sur la table de qui de droit. Il faut que ça soit examiné pour rendre public maintenant. 12 jours après? Oui, je pense que c'est un problème de cas de décès. Je dis, pour détecter de quoi il est mort. Je ne sais pas si vous en savez plus, combien de temps ça doit prendre. 48 heures, 24 heures, je ne sais pas. Moi, je pense que ce qu'ils ont fait, c'est le temps matériel que le dossier a pris. Et ça a permis maintenant aux autorités de prendre une position. Ce qui est important, c'est que Congolais de plus assassiné par un policier, si je ne me trompe pas, oui, un policier aujourd'hui. Qu'est-ce que la RDC doit faire pour sécuriser quand même sa population à l'extérieur du pays? Il faut que la population s'identifie d'abord. Et il faut que la RDC sache qui est ce Congolais, où il va. Et là où il va, il doit maintenant se présenter auprès des autorités congolaises qui sont établies dans tous ces pays-là. Est-ce que ces autorités font correctement aussi leur travail, c'est ça? Vous m'avez posé la question, je vous réponds. Quant à savoir ils font correctement ou pas, ça c'est une autre analyse, madame. Mais sinon, c'est ça qui devait être fait. À ce moment-là, quand on dit c'est Marcel qui a été touché, on dit, ah, Marcel, l'enfant de tel, il est parti il y a 2 ans. C'est un étudiant, ou c'est un homme d'affaires, ou c'est un musicien, ou c'est un Congolais qui vit là-bas. Vous voyez? Donc, ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui se passe? On peut lui prendre un avocat sur place, on peut faire ceci. Mais quand on n'est pas identifié, même vous dirigez, vous êtes une maman, vous donnez à manger, vous ne savez pas combien d'amis vos enfants vont ramener, vous risquez de malnutrir vos enfants parce que vous ne savez pas quelles sont les provisions que vous avez. Mais si vous avez tous les éléments, vous pouvez donner ce qu'il faut. En passant, je félicite les gouvernements, ça il faut le faire, qui a suivi jusqu'en Pologne les enfants qui ont été déplacés. On les a servis par le ministère des Affaires sociales. Coup de chapeau au ministre des Affaires sociales, coup de chapeau au Premier ministre et au Président de la République. Ça, il faut féliciter. Madame, Messieurs, notre invité Dédé Moupassa est élu d'Idiofa dans la province du Kwilu. Il est également rapporteur de la commission environnement à la Chambre basse du Parlement. Vous avez bien défendu le gouvernement Sama Lukonde, membre de l'Union sacrée de la Nation. Est-ce que vous avez oublié de dire quelque chose à la population qui a eu le réel plaisir de vous suivre ce jour? D'être éveillé. Nous sommes au moment où les politiques s'encharnent. Et il faut être éveillé, il faut faire l'écart, la part des choses. Ce qui vous appartient, c'est dont vous avez des responsabilités et les travaux qu'il doit faire pour vous. Ne mélangez pas tout. Parce que nous arrivons maintenant vers un choix. Faites attention aux déclarations. Merci beaucoup pour toutes ces informations données à la population dans cette émission qui avait l'air d'être une émission culturelle. C'est vrai? Ah bon, je ne sais pas, hein? Peut-être parce que je suis culturel aussi, mais c'est important. Il ne faut pas tout le temps négliger ce que l'apanage de la culture, c'est les fondements même de la communauté, de la société et des États. Une société qui n'a pas un fondement culturel se perd. Et une société qui ne construit pas les fondements culturels trouve le problème qu'on a maintenant là, quand c'est en abandon. Alors, comme c'est la fête de Pâques, je souhaite... joyeuse fête de Pâques à tous les collègues chrétiens catholiques
et ainsi que à ma femme, ma famille, et pourquoi pas tous les chrétiens du monde et de ma circonscription d'Idiofa. Merci beaucoup, Madame, Messieurs. C'est par ici que nous mettons point final à notre rendez-vous de la semaine. Vous avez bien aimé, j'estime que c'est ça. Vous avez aimé ce rendez-vous. Merci toujours de rester connecté sur Congo Web Télévision. Je ne cesserai de le dire. Info 7 est un magazine de Congo Web. Info 7 notre magazine. Info 7 votre magazine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le dimanche prochain pour un autre numéro. Au revoir.